4 juillet, 4 juin plutôt. Donc cette exploration tournera autour de la métaphysique du mouvement. Je me lance dans la métaphysique comme j'ai fait celle autour de l'instant. En tout cas, ce n'est pas... à chaque fois, c'est un prétexte pour parler, essayer de parler différemment. En tout cas, le mouvement, j'en ai déjà parlé, donc ça va être des reprises. En tout cas, je vais essayer. Donc, métaphysique du mouvement, c'est pour essayer de ne pas être, avant d'écouter, peut-être, de me mettre à écouter un peu, en tout cas, de commencer à écouter une émission sur France Culture autour de Bergson, et donc sur le thème, cette fois-ci, de la métaphysique du mouvement. Donc à ce moment-là, on va voir, je vais rentrer dans l'univers bergsonien et de celui, évidemment, de celui qui le présente, qui le commente. Et c'est dès qu'on commence en fait à vouloir appréhender une chose chez l'autre, on n'est déjà plus sur son territoire, on est sur le territoire de l'autre, et à ce moment-là, on perd de sa capacité à générer du propre à soi, à générer du particulier à soi. Ce n'est pas ça non plus le but essentiel de ce type d'exploration, mais plutôt le mouvement, c'est une chose qui interpelle tout le monde. Le mouvement, la réflexion sur le mouvement ou autour du mouvement. Et donc, là aussi, le mouvement sur le plan physique, mais aussi sur le plan métaphysique. Et sur le plan physique, qui serait là aussi, qui aurait son pendant dans le monde métaphysique, le mouvement en tant que, finalement, des séquences de mouvement et de non-mouvement. Dans le mouvement, il y a de l'arrêt, il y a du suspendu. Donc, le mouvement n'est pas continu sur le plan physique pur. Il est une série. Donc, il y a un mouvement et puis c'est une histoire de rythme. Si on accélère, on va avoir du mouvement plus accéléré qu'en réalité, que dans la réalité de la perception humaine en tout cas. Et si on ralentit un peu, on va voir que il y a l'amorce. Quand il y a l'amorce d'un mouvement, est-ce que c'est là du mouvement ou est-ce que c'est de l'avant-mouvement? Donc il y a l'avant-mouvement, le pendant-mouvement et peut-être l'après-mouvement. En tout cas, ce sont des instants. Alors séparés, pas séparés, liés, pas liés, comme dans la parole, il y a le son et puis il y a l'absence de son. On ne peut pas être continuellement dans la production et dans la modulation du son. Ne serait-ce que pour reprendre son souffle, on doit s'arrêter. Mais les temps d'arrêt sont peut-être des temps assez difficiles à identifier. Quand quelqu'un parle vite, on a l'impression qu'il ne s'arrête pas, mais il s'arrête obligatoirement. Si tout dépend après, si on va chercher à prouver ça, comment on va utiliser des outils, etc., très pointus. Mais on peut aussi le décider ou le penser sur le plan peut-être simplement abstrait, pas besoin de passer à l'expérimentation physique. Donc le mouvement, mais sur un plan plus global, le mouvement, on pose la question de la pertinence du mouvement. À un moment, j'ai parlé d'être dans le mouvement. À un moment, il y a eu comme ça, être dans le mouvement, c'est être dans l'époque, être presque à la mode. Mais être dans le mouvement, c'est par opposition à l'arrêt, par opposition un peu à la panne, par opposition à la défaite.
par opposition finalement à la résignation ou à le risque de sombrer dans une sorte d'apathie. Voilà. Donc, l'apathique, c'est quelqu'un qui bougerait voilà, l'apathique, c'est quelqu'un qui aurait des mouvements assez ralentis par rapport à la norme. Donc là aussi, il y a une question de norme. Après tout, le mouvement ralenti ou pas ralenti, finalement, tout cela se ramène à une question simple. Pourquoi le mouvement? Pourquoi le mouvement quand on pose la question souvent, là, je viens d'écouter quelqu'un que je n'ai pas voulu continuer d'écouter, qui parlerait de nouveau d'une sorte de façon de réactiver l'idée de la faute originelle, du péché originel. Donc, l'être humain, alors à ce moment-là, en dehors de l'existence de toute divinité, l'être humain a commencé à mal agir, vis-à-vis de la nature. Alors, toujours cette idée d'extraire l'être humain de la nature, d'en faire un être à part. Là, c'est la continuité du discours et des religieux de toutes les façons, discours biblique en tout cas, donc l'être humain serait un être à part. Mais après, au lieu de poser la question, c'est le sens même de cette existence, qu'elle soit dans un cadre, j'allais dire, respectant un minimum d'équité, voilà, tout le monde doit vivre, c'est faire prêter quelques éthiques un peu, ou quelques, je sais pas, une sorte de mode de fonctionnement équilibré. Alors l'équilibre, c'est tant de proie pour tant de prédateurs dans un espace donné. Là, c'est bon. Donc, l'équilibre, on suppose que si il y a des facteurs déstabilisants, ça va être soit au détriment du prédateur, soit au détriment de la proie. Mais on continue, évidemment, on continue évidemment de défendre le principe d'existence, de la coexistence du mangeur et du mangé. La question elle-même, la question qui est une question plus globale, c'est que nous sommes, évidemment, nous sommes partis de ce qui se présente, de ce qui est là à observer, faisons partie des vivants, mais le vivant lui-même a-t-il une fonction qui soit un vivant, j'allais dire, un peu trop impactant par rapport à l'ensemble, ou un vivant fonctionnant dans une sorte de rapport, voilà, le rapport qui arrive à s'équilibrer de lui-même. On imagine toujours que la nature trouve le moyen de se rééquilibrer. Si la fourmi atteint des folies beaucoup trop, voilà, comment ça se passe à un moment donné? L'équilibre, on imagine toujours qu'il y a un équilibre, mais il y a peut-être des catastrophes. Il y a peut-être des arbres qui meurent parce qu'ils ont été trop défoliés. Donc, dans l'ensemble, l'équilibre n'est qu'apparent. Et on respecte, le respect, il vient, je sais pas, des proies existent, continuent d'exister au voisinage de prédateurs, parce qu'elles se protègent, parce qu'elles fuient, parce qu'elles ont des tactiques, parce qu'elles sont vigilantes. Sinon, si elles se mettaient à ne pas faire attention, elles seraient mangées jusqu'au dernier par les prédateurs de la zone. Donc cet équilibre qui apparaît, cette chose qui apparaît comme étant en équilibre, ne l'est pas du tout. La preuve, c'est quand on présente
un groupe de ruminants devant un prédateur, il ne se prive pas d'en tuer plus que il ne pourra jamais consommer tout au long d'une année, par exemple. Voilà, donc il n'y a pas d'équilibre fondamentalement. Il n'y a pas d'équilibre, il y a juste, c'est une histoire de circonstances, c'est une histoire, voilà. Le hasard fait que, je sais pas, un prédateur est opportuniste, le hasard, il peut avoir mangé, mais si le hasard le met sur la route d'un manger, ben, il va pas se gêner, il va quand même tuer, il va quand même, voilà le prédateur, il va vouloir faire des réserves, je sais pas. Donc le mouvement, en général, le mouvement, soit le mouvement des idées, comme on dit, soit le mouvement de la parole, le mouvement labial, fondamentalement, on s'interroge sur la nécessité de penser la chose, sur l'intérêt même de penser la chose, étant entendu que la chose n'a pas de finalité. Il n'y a pas de finalité. Il n'y a donc pas à attendre un salut, même pas hypothétique. Ce n'est même pas, on n'est même pas à demander la preuve de l'existence, de la possibilité d'un salut. C'est même pas le cas. Ça ne correspond à rien. Et donc le mouvement en tant que tel, si on ne comprend pas évidemment une chose dont on est simplement une partie et sûrement pas la partie la plus déterminante, quoique on aurait tendance à le penser quelquefois. Donc la métaphysique du mouvement, il n'y a pas réellement de différence entre le mouvement et le non-mouvement, entre être à l'arrêt et être en mouvement, être en déplacement. On ne se déplace pas, évidemment, pour le plaisir de se déplacer, on se déplace par nécessité. Après, si on a un bénéfice, comment dire, un bénéfice secondaire, pourquoi pas. Mais fondamentalement, peut-être que notre nature, elle aurait tendance plutôt à nous laisser sur place. Peut-être qu'on ferait, je sais pas, un petit tour, si on a de quoi se sustenter, on ferait un petit tour digestif, et puis on irait prendre un peu l'air, et puis on reviendrait toujours à l'endroit nourricier. Donc le déplacement et puis le mouvement. Le mouvement, quand on n'est pas capable, simplement le mouvement, dans l'idée du mouvement, comment aller vers autre chose. Non pas l'autre, mais autre chose. Si tant il est possible d'imaginer qu'il y a autre chose. Et ce mouvement, le mouvement vers autre chose, c'est un mouvement, j'allais dire, non pas avorté, mais un mouvement rendu impossible parce que nos capacités de cognition sont réduites. C'est pas que nous sommes éduqués, que nous soyons plutôt conditionnés à abonder dans un sens ou dans une chose ou dans une autre, à aller à défendre une vision, une autre. C'est que cette vision nous est, j'allais dire, nous est, j'ai oublié le terme, on est incapable de se penser en dehors de ce que l'on peut éprouver. Donc, on va toujours faire preuve d'un certain nombre d'idées. On va toujours avoir, comment dire, on va toujours transporter avec soi un certain nombre d'idées ou de présupposés, préjugés, présupposés, on ne pourra jamais. Donc, mon présupposé que j'essaie d'évacuer, ben, si j'y arrive, ce sera pour placer un autre présupposé. Et même
les présupposés censés être les plus nobles, les plus, j'allais dire, les plus généreux, ben finalement, ce ne sont que des présupposés. Et il n'y a rien de plus que, même toute attitude, et finalement, est une attitude qui, euh, qui conduit vers une impasse à un moment ou à un autre. Il n'y a pas de possibilité d'être ailleurs, ne serait-ce que quand on fait quelque chose que l'on pense bien, il y a l'attente d'une récompense et on court tous derrière toutes sortes de récompenses. Ça me fait plaisir de me sentir un homme du bien et un homme ouvert, etc., etc. Comme dans cette idée de finalement la commission de bons actes est toujours un intérêt. Plus on en fait, plus ça comptera le jour du jugement dernier. Donc on a intérêt à faire pencher la balance du côté des bons actes plutôt que etc. etc. Donc il y a toujours un côté intéressé et voilà. Donc le mouvement métaphysique du mouvement, il faut que je ramène évidemment le titre pour que je me réinstalle dans le cœur du sujet, sinon je me déplace trop. Et c'est vrai que dans cette position, qui est une position pas du tout favorable ou favorisante, une position contraignante dans laquelle je me retrouve, et le mouvement, un peu le mouvement de la sortie. Voilà où mes idées m'ont conduit. Le mouvement de la sortie de la condition humaine, être au-delà de la condition humaine. Cela suppose cela suppose de se nier ou de ne plus se reconnaître. Donc tant qu'on a encore des sentiments, tant qu'on a encore des jugements, on est encore un être humain. Un être humain dans le sens où, enfin, autre chose, dans le sens où on quitte le monde des humains avec ses valeurs, toutes ses valeurs. Pourrait dire, tiens, je pourrais dire, je vais essayer de m'enraciner dans un trou et je vais voir si je ne peux pas devenir un arbre. Alors je récupère un peu quelques images des bandes dessinées des années 70, un peu, ça me revient, époque Betnik et tout ça, il y avait quelque chose comme ça. Mais il est possible, quand on occupe un trou, il est possible que ce trou, ben, finalement, on pourrait l'occuper illégitimement et que ce trou est peut-être, il aurait pu être celui d'un arbre, d'un arbuste ou d'une plante. Alors comment disparaître? Comment disparaître en tant qu'être humain? Comment entamer le mouvement vers la dissolution? Alors la dissolution, je ne sais pas comment dire, quand on fait, quand on pratique, quand on opte pour la crémation, d'une certaine façon, on arrête d'être un être humain. On met fin brutalement à quelque chose qui nous relie à un mot qui me plaît pas, mais à notre essence. Nous sommes composés d'éléments qu'on a empruntés ici ou là par le canal de la mer, mais la mer, évidemment, elle les a pas créés ex nihilo, elle les a récupérés. Donc, il y a peut-être qu'il y a des combinaisons qui se font dans le corps de la mer, mais en tout cas, la matière première, elle vient du dehors du corps de la mer. Donc, finalement, ça c'est au début. Après, on continue d'incorporer et puis de rejeter dans un mouvement perpétuel, incorporer des choses. Et donc, mais il y a des éléments qui restent fixes. À un moment donné, il y a une quantité d'éléments minéraux. Alors, le processus de restitution
est un processus qui doit peut-être être très long. Alors, il y a des gens qui optent pour une sorte d'accélération du processus en, en décomposant l'être humain de façon assez rapide, voilà, pour en faire de l'engrais. C'est possible que là on préserve un maximum de choses, mais dans la crémation, il y a peut-être un appauvrissement de la matière première. En tout cas, ce n'est qu'une phase de la matière. Imaginons que la matière elle-même, toute la matière, elle passe par des tas j'allais dire, de conditions, le cœur d'un soleil, donc le phénomène de pression, le phénomène, la fusion, donc notre feu crémassier à côté, il pèse pas grand chose. Donc la matière est évidemment, toute manière, est habituée à être traitée de façon, j'allais dire, violente à chaque fois. Il s'agit peut-être quelquefois d'une violence assez basique, mais quelquefois il s'agit d'une violence d'une toute autre échelle. Alors, dans le cœur de la Terre, si on peut l'appeler ainsi, voilà, est-ce qu'on peut retrouver les traces des éléments qui nous composent? Est-ce qu'il y a une sorte de retour à la matrice pour de nouveau ces parties-là, comme si elles se réintégraient, si elles rejoignaient le cœur fondamental, et puis que de nouveau elles entameraient une sorte de trajet inverse vers la surface et ainsi entrer de nouveau. Voilà tout le cycle de la matière. Obligatoirement, dès qu'on parle du mouvement, on parle de soi dans sa composante matérielle et dans sa composante, c'est-à-dire fragmentaire ou fragmentée. On est constitué de fragments. Ces fragments se retrouvent pour l'instant agglomérés, mais ils ne sont pas destinés à s'agglomérer. D'ailleurs, ils s'agglomèrent et se désagglomèrent en permanence. Quand je parle du rejet d'éléments, rejet de cellules, rejet de cellules épidermiques, rejet de cellules internes, de choses décomposées, rejet évidemment de toutes sortes de choses, de toutes sortes de minéraux. Donc, donc on se reconstitue, mais cela se passe à un niveau invisible de nous, presque, et même imperceptible de nous. Nous gardons cette forme qui évidemment évolue. Il y a une autre temporalité, enfin, il y a une temporalité de la transformation, mais c'est assez, ça donne une vision, un peu, comment dire, un peu ralenti sur ce processus de fragmentation, défragmentation. Le processus est continu, il se passe à une échelle, voilà, à une échelle minuscule. Donc, fondamentalement, donc le mouvement. Alors, comment je peux parler du mouvement sans être bergsonien ou sans être autre chose, pas que Bergson? Voilà, le problème est que on peut noter l'existence de quelqu'un qui, à un moment donné, a fait une exploration à sa manière, a fait un pas vers la résolution, si l'on peut dire, d'un donné quelconque, la compréhension d'un donné, je sais pas, je pourrais dire épistémologique, d'un donné théorique particulier. Et après, à un moment, l'être est obligé de s'arrêter. La limite de la perception, les limites
même de l'intuition, les limites de la clairvoyance sont là. Donc, la, les limites temporelles aussi, un être, peut-être pour présenter les choses d'une façon beaucoup plus étendue, il faudrait peut-être vivre 200 ans, 300 ans. À ce moment-là, on aurait une approche différente. Mais avec une espérance de vie assez, qui est importante, mais qui n'est pas extraordinaire, ça ne suffit pas. On est encore dans on est encore dans l'émergence, on est encore dans le fait, non pas de tester, mais on est encore dans la prise de contact. Comment en fait on est en train d'essayer de comprendre la texture des choses. Tâter et tâtonner aussi, on est dans le tâtonnement, on ne peut pas être dans l'affirmation. Une fois pour toutes, ceci est une loi. C'est ça le problème, la loi. C'est toute non pas l'ambiguïté quand on est dans la théorie, qu'on parle en termes de loi, là c'est un peu contradictoire. En tout cas, ou à tout le moins paradoxal. Donc on ne peut pas produire de loi, on peut comme on déplace quelque chose, on déplace là aussi dans le mouvement de saisissement, on déplace un peu, on fait avancer, peut-être que même le fait on peut dire on fait avancer la pensée humaine ou la conscience humaine, et peut-être que là aussi il ne s'agit peut-être que d'une illusion. Avancer, c'est-à-dire pouvoir, c'est obligatoirement avancer, c'est dans l'opposition à quelque chose qui serait plutôt dans la fixité, presque dans la stagnation. Et avancer, c'est refuser de rester sur les mêmes positions. Avancer, c'est comment dire, c'est pourvu d'une sorte d'avantage presque moral, avancé. Moi, je ne suis pas un conservateur, je ne suis pas un fixateur, je suis quelqu'un qui, qui avance, qui progresse. C'est ça le problème, le progressiste contre les fixicistes. Et voilà, donc l'idée, c'est ça, l'idée, c'est comment parler du mouvement quand on est dans le tourbillon, si je puis dire, ou en tout cas tourbillon dans le domaine des mots, en tout cas, c'est même pas un vrai tourbillon, parce que ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien presque, ça se passe pas bien du tout. Il y a un environnement qui n'est pas du tout favorable finalement à l'émergence de quelque chose. On peut avoir envie, je ne sais pas, quand je vois quelqu'un qui se présente, j'oublie même le mot, qui se revêt, je sais pas, d'une autorité, qui se présente comme une autorité dans son domaine. Voilà le problème. On est environné d'autorités de tous ordres et de toutes sortes. Ces autorités pensent qu'elles ont la capacité de montrer un chemin, de proposer une issue, de donner l'impulsion. Or, c'est alors c'est toujours un peu le côté un peu paradoxal de la situation.
ou peut-être dans par exemple, quelqu'un qui vit dans la précarité la plus totale, soumis à l'arbitraire des saisons, il mange ou il mange pas, il mange peut-être des choses qui ne lui plaisent pas, il est jamais sûr qu'il aura à manger le lendemain, il doit se battre avec les autres pour manger. Alors, fondamentalement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce serait bien d'être nourri, logé, peut-être un peu privé de liberté, mais nourri, logé, et voilà, et soigné aussi. Donc l'être humain, c'est la question qu'il est... je sais pas pourquoi je voulais faire ce parallèle, en tout cas j'avais l'idée, mais je l'ai oublié entre-temps. Voici donc le mouvement, comment l'on se sépare, comment l'on se retrouve finalement séparé de la chose à laquelle on vient de penser. Le mouvement de la pensée est en lui-même un mouvement qui, qui produit de la séparation, qui produit de la divergence, qui produit même de l'incompréhensible, qui produit du non-sens. L'idée est que tu me proposes une vision, mais cette vision, si par exemple on imagine que toujours les questions évidemment simplistes, mais elles ont leur place là-dedans. Pourquoi créer le monde si pour éprouver les uns et les autres et choisir les bons et finalement sélectionner. Pourquoi faire? Quel est l'intérêt? Si on estime que l'être humain, dans un autre contexte culturel, on estime que l'être humain doit progresser vers un non-être, mais pourquoi l'existence de l'être si la finalité est d'aboutir au non-être? Peut-être le non, peut-être pas le non-être, mais le non-soi, la non-conscience de soi, sortir, peut-être intégrer une conscience universelle, une conscience collective, si tant est que le mot puisse correspondre à quelque chose dans ce que je veux dire. Le mot collectif, évidemment, n'est pas le bon mot. Alors, conscience cosmique ou conscience, je sais pas, c'est toujours un problème avec les mots. Si, par exemple, quelqu'un, pour parler nouvellement d'une chose, s'il crée une nouvelle langue, cette langue, évidemment, qui va créer de nouveaux concepts, de concepts qui n'ont jamais été utilisés auparavant. À ce moment-là, ça serait intéressant. Mais moi, Bergson et un autre, nous utilisons toujours les mêmes mots. Même si, évidemment, peut-être quelqu'un a une perception plus approfondie, a peut-être ce mot, il en a une perception plus, comment dire, il sait mieux le contextualiser, il sait mieux l'utiliser, il sait à quoi il se rattache, etc. Quand on parle du mouvement, je sais pas moi, mouvement brownien, je sais plus à quoi ça correspond. En tout cas, le mouvement, évidemment, quand on parle du mouvement Saint-Simon, je pourrais partir sur évidemment, le parallèle avec le temps et le mouvement cyclique, le mouvement répétitif, le mouvement circulaire, le mouvement qui fait partir pour faire revenir un mouvement qui serait un peu condamné, là aussi, cette histoire de faire tourner la roue. C'est ça, il y a la roue de la fortune, mais il y a aussi toutes sortes de roues. Donc on tourne, il faut tourner autour d'un point fixe. Alors tourner
tourner un certain nombre de fois. Pourquoi tourner? D'ailleurs, c'est toujours la question. Et on identifie un centre, évidemment un centre arbitraire. C'est le centre de quoi? D'ailleurs, ce centre a conduit certains à partir dans une sorte d'exploration. Donc faire un peu, essayer de considérer comme ce centre comme un centre nodal, un centre, voilà, donc, mais n'importe quel centre, n'importe quel point peut être un point nodal, tout dépend. Il s'agit, voici, je sais pas, arriver quelque part, on pose ses valises et ça y est, c'est notre point nodal. C'est là où je m'arrête. C'est là où il me semble que voilà, je suis arrivé au bout de mon voyage, au bout de mon périple, parce que je suis trop fatigué, parce que je peux pas aller plus loin, parce que je suis voilà, il faut que je m'arrête quelque part. L'endroit me semble tout aussi bien qu'un autre. Y a pas, je choisis pas l'endroit le mieux pourvu en potentiel. C'est juste que faut s'arrêter, il faut s'arrêter, espérer que ça va nous convenir. Donc le problème du mouvement, en fait, se mouvoir pour donner l'illusion qu'on est en mouvement, qu'on n'est pas arrêté, qu'on n'est pas vaincu, que c'est vrai quand à un moment donné, on a l'impression de pouvoir s'arracher à la gravité, s'arracher au poids de son corps. C'est vrai qu'on a eu cette sensation-là d'être presque aérien. Et c'est une sensation qui, évidemment, est partie à jamais, mais on l'a éprouvé, le sentiment de pouvoir, à un moment, autant suspend ton envol, voici donc autant suspend ton mouvement, la suspension du mouvement. C'est compliqué d'arriver à passer du temps là-dessus. J'ai voulu en fait, j'ai voulu aller malgré que ce n'était pas intelligent, c'était pas conseillé, c'était pas judicieux, mais c'est pas suffisant comme argument pour m'arrêter la métaphysique du mouvement. Il y a toujours le monde dans une sorte de traitement séparé, un peu comme ce concept du développement séparé des races, on va dire l'existence séparée des visions ou des réalités. Or, il s'agit toujours de la même réalité. Il n'y a pas une physique et une métaphysique, il y a juste quelque chose. Alors qu'on aime ou qu'on nomme pas, le problème c'est qu'on passe notre temps à la nommer. Et qui dit nommer, qui dit définir, c'est réduire, c'est fixer. On définit, on est dans l'arrêt, on n'est plus dans le mouvement. Et si aujourd'hui je définis cette chose comme ça, demain ou quelques temps plus tard, je dois la débaptiser et la définir différemment. Parce que ma définition, elle est fonction d'un moment, elle est fonction d'une tradition. Mais la tradition n'a pas de valeur en tant que telle. La tradition, elle est là pour être dépassée, elle est là pour être déconstruite. Comment on déconstruit son rapport au mouvement, son rapport finalement à l'interprétation. Là, la métaphysique, ça existe, dites-moi, à la métaphysique. Une autre manière de dire qu'il existe autre chose que ce qui est visible, de ce qui est
visible au premier abord, perceptible au premier abord, et qu'il y ait un ordre caché derrière cet ordre-là, l'ordre des contingences, l'ordre derrière, il y a quelque chose d'autre. Et si derrière il y avait quelque chose, si derrière il y avait quelque chose, et c'est même pas derrière, si en même temps il y avait les deux choses en même temps, et qu'on n'a pas les mots pour définir cette simultanéité, et puis ou cette existence, si la même chose, une seule chose, en fait, elle peut être composée de plusieurs, comme je peux être un individu, a priori un individu pour l'administration, un individu pour les autres, un individu pour quelque part pour moi-même, mais je suis multiple. Je suis multiple, même si je porte un nom individuel, une identité individuelle, mais je suis multiple. Évidemment, je suis traversé de perceptions différentes et souvent qui peuvent être contradictoires, qui peuvent être opposées au plus haut point, de désir. Là, évidemment, quand il s'agit de désir, alors là, c'est le summum de l'opposition et le summum de l'affrontement, de la confrontation. Mais donc, cette chose-là, cette réalité, cette chair, c'est une chair vivante, en même temps c'est une chair morte. Morte, pourquoi elle est morte? C'est comment définir son devenir, son état actuel. En état actuel de chair morte. Parce qu'en même temps, elle meurt, en même temps, elle renaît. Donc c'est une sorte de phénix. D'ailleurs, je tiens à dire, j'ai pensé à l'hydre et ce misérable personnage qui a fait, comment dire, qui a créé qui a appelé quelque chose de totalement une chose politique, un phénomène politique, il l'a appelé, enfin un phénomène politico-religieux, il l'a appelé par le terme de l'hydre. Autant le phénix, ça va, autant l'hydre, alors l'hydre nazi, l'hydre fasciste, et quand on... c'est un peu compliqué l'idée de l'hydre, une chose qui m'avait fait peur quand j'étais petit, l'hydre, le monstre combattu par Hercule, et évidemment, je ne savais pas comment. Alors quand on fait pas l'hydre, au symbole de l'hydre, et je ferme la parenthèse, c'est quand même assez terrible. On manque finalement d'imagination, on manque d'interprétation. Et comment quitter évidemment les référentiels déjà utilisés et presque trop utilisés pour définir un phénomène qui pourrait être un phénomène tout à fait nouveau, qui obéit à des ressorts différents, un phénomène, on pourrait dire, difficile à interpréter, difficile à comprendre, simplement on pourrait dire on est devant quelque chose qui nous dépasse. C'est vrai que l'hydre, ça me dépasse. Petit, j'étais dépassé par l'hydre parce que je ne pouvais pas imaginer d'ailleurs Hercule vainqueur de l'hydre, puisqu'elle se régénère en permanence. Et je ne sais même pas si dans cette opération, si quand on coupe une tête, est-ce qu'il n'y repousserait pas deux à la place. Donc une opération perdue d'avance. Donc le problème, je referme la parenthèse, le problème de toujours opposer et toujours penser le monde en termes de dualité ou en termes d'opposition. Il existerait, il existe et il existerait. Là, on pourrait parler d'une certaine façon, et là, de l'autre, on commencerait à parler d'une autre façon.
Là, c'est le monde, c'est le verset ou le versant réservé finalement euh, aux gens presque simplistes, aux gens un peu, un peu évolués. De l'autre côté, c'est les gens qui sont en quête de la vérité, en quête de ce qui est caché, en quête de la euh, les gens qui veulent, qui ne se contentent pas évidemment d'observer et de conclure rapidement, mais les gens qui se posent des questions sur la nature réelle de l'univers, sur le destin, le, euh, sur la nature des phénomènes, sur la dynamique, sur ce qui fait que le monde est monde, ce qui fait que le monde peut évidemment ne pas bien fonctionner ou très bien fonctionner, ce qui fait la possibilité ou non ce qui permet de visualiser un après. Euh, Cet après est nécessaire, pourrait être considéré comme nécessaire au maintien d'une sorte d'équilibre ou de bonne santé mentale. Imaginez que il y a la mort, mais il y a quelque chose d'autre. Imaginons qu'il y a l'apparent, mais il y a le cachet, et le cachet est plus riche en révélation que l'apparent. Le cachet et le monde à conquérir, le monde à explorer à l'infini. Et on n'en connaît pas les limites quand on est fatigué de l'apparent, quand on est fatigué du physique, on passe au métaphysique. Voilà, et on peut évidemment y séjourner comme on a envie, on créerait ses propres lois, il n'y a pas de limite. On pourrait peupler le monde métaphysique comme on veut, avec la population qu'on a envie d'y mettre, population comme ci ou comme ça, des lois comme ci ou comme ça. En tout cas, c'est la métaphysique, ça n'oublie pas au loin de la physique. Simplement, ce sont des mondes séparés. Donc le mouvement, voilà comment on peut se retrouver à avancer et en même temps à reculer. Et on peut se retrouver ni avançant, ni reculant, ni même se figeant, ni même se fixant. Il n'y a pas de fixité, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'instant. S'il n'y a pas d'instant, il n'y a pas d'après-instant, il n'y a pas d'avant-instant. Si il y a un mot, le mot parle d'une chose qui n'existe pas, le mot définit une perception qui n'en est pas une. Alors, simplement, il faudrait, comme à un moment donné, on a parlé du cerveau reptilien, il faudrait peut-être ramener les choses à un niveau. Au lieu de passer son temps à se poser des questions et se laisser guider par son instinct, c'est tenter que l'instinct existe réellement. C'est ça le problème. Il n'y a rien qui existe. La réalité de l'existant est impossible à prouver. Par quel biais tu vas le faire? Par quels moyens? Quels sont tes moyens pour prouver, pour me prouver l'existence de ce que tu avances?
Je vois, il te faudrait des preuves comme comment prouver l'existence de Dieu, évidemment. Cela est impossible si on doit parler de Dieu avec les mots des hommes. Si on commence à parler de Dieu comme on parlerait, je ne sais pas, d'un oncle d'Amérique. Moi, j'ai pas d'oncle en Amérique, mais si demain on me parlerait d'un oncle en Amérique, je commencerai par douter. Et puis après, si on m'apporte des preuves, ben, je serais bien obligé. Je sais pas, un héritage, comme dans les histoires classiques de l'oncle d'Amérique, mais je serais bien, bah, je serais mis devant le fait accompli. Mais Dieu, ce n'est pas l'oncle d'Amérique. Dieu, voilà, Dieu, c'est l'impossible. C'est l'impossible fait, je sais pas quoi. C'est l'impossible c'est, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Le mot n'existe pas. Et c'est pas parce qu'on va dire Dieu on va nommer Dieu qu'il va être là. Nommer ne confère pas une réalité à la chose. Nommer la chose ne lui confère pas une réalité. Lui confère peut-être un certain degré de réalité subjective, mais réalité extra-subjective, ça, je ne le pense pas. Après, Dieu, c'est un peu un grand-père, une sorte là, toujours dans cette image, je passe de l'oncle d'Amérique à un grand-père, qui est peut-être sévère, un grand-père qui ne meurt pas, qui reste là parce que un grand-père, c'est celui qui vous a légué ce que vous avez. Voilà, le grand-père, il vous a laissé ceci ou cela, donc vous réclamez de son héritage, vous réclamez de ce lignage. Mais après, il est là, il intervient, pas tout le temps. Il reste à l'écart, mais il intervient quelquefois quand c'est nécessaire. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas oublier qu'il est là, qu'il est présent, qu'il observe, mais qu'il a aussi ses affaires. Alors on imagine que Dieu, sa vie n'est pas réservée, on n'est pas focalisé sur l'être humain. Un Dieu, ça doit avoir des occupations de Dieu. Il n'a pas créé, je ne sais pas, comme un surveillant de zoo, ben évidemment, après sa période d'embauche, ben finalement, il a une vie à côté. Même un gardien de prison, il a aussi une vie à côté, et en dehors de la prison. Donc, pendant son existence sociale, il est vraiment un gardien. Mais on ne peut pas le réduire à sa fonction sociale. Il est plus que ça. Donc Dieu, peut-être qu'il a créé les humains pour essayer de meubler un peu, pour essayer de ne pas s'ennuyer, pour, je sais pas, une sorte de passe-temps. Mais à côté, non. Là, ça passe pas. Parce que si je fais passe-temps, c'est déjà... Peut-être on pourrait dire, je sais pas, je suis déjà dans la difficulté. Je ne veux pas dire que c'est son travail, parce que un travail, non. Donc en tout cas l'idée que Dieu, bien sûr Dieu a des auxiliaires, bien entendu, qui font le travail, comment dire, le sale boulot, c'est-à-dire de surveiller peut-être, mais Dieu lui, il est peut-être dans son jardin céleste et qu'il finalement qu'il prend des décisions, je sais pas, comme un super PDG, voilà. Et il dit oui ou non, il approuve, il signe, mais il s'intéresse pas aux détails. L'intendance, il s'en occupe pas. Alors c'est ça la question. Alors le mouvement, comment on peut passer, l'idée n'est pas du tout d'être dans la véracité. Vous avez pu le constater. Ce n'est pas un concours d'éloquence, ce n'est pas un concours de rhétorique, loin de là, c'est uniquement d'essayer d'aller voir si l'on peut sortir quelque chose de soi, quelque chose qui s'est déposé en nous pour parler
d'une chose en particulier. Si on écoute tout ce qui a pu être dit jusqu'à maintenant, on a de quoi s'occuper pendant une éternité. Donc, on ne peut pas matériellement, on ne peut pas. Donc, au lieu d'aller peut-être s'intéresser à la pensée d'un tel en empruntant les voies du commentaire, parce qu'on n'est pas capable de commenter peut-être soi-même, on va faire appel à un commentateur qui, lui, a peut-être fait appel à un autre commentateur, et à ce moment-là, on va se perdre dans les commentaires, dans finalement le résumé du résumé, dans la simplification, la simplification. Il n'y a pas d'issue. Alors, l'issue, ce serait de dire, moi, là, présent, en état de conscience plus ou moins clair, en état de conscience un peu confus, un peu médian. Je suis ni dans la confusion, ni dans la lucidité, ni dans l'éclairance. Je suis dans un moment, comme par exemple, j'ai des choses dans les oreilles. Un côté, ça va, j'entends normalement le bouchon de mousse fait le travail, et de l'autre côté, comme le bouchon me fait mal, donc c'est un peu, donc j'écoute bien avec le casque d'un côté, et j'écoute trop fort de l'autre. Comment on peut pas quelquefois installer un équilibre, parce que les conditions ne le permettent pas. J'ai un lobe d'oreille, j'ai une oreille qui fonctionne bien, enfin pour réceptionner les bouchons, une autre oreille à qui cela fait mal. Donc je peux pas boucher mon oreille d'un côté et laisser, donc à ce moment-là je continuerai d'entendre presque normalement. Donc l'idée, c'est d'effacer le bruit, comme l'idée d'effacer le monde. Un truc très simple, un petit retournement, le monde m'a effacé, et ben moi, je l'efface à mon tour. Comme ça, ce n'est plus moi qui efface, c'est moi qui efface. Comment on peut ne pas reconnaître au monde finalement aucune légitimité sur quoi que ce soit? Comment on reconnaît? Évidemment, on ne reconnaît pas à la tradition la légitimité à laquelle elle se croit finalement, à laquelle elle prétend tout simplement. Donc le mouvement, voilà, j'essaie d'arriver à une heure, le mouvement, l'impossible mouvement ou l'impossible discours sur le mouvement. Parce que si pour partir de rien, ou presque, pour aboutir, par exemple, à 60 ans, pour aboutir à des choses comme ce que j'ai pu en donner l'illustration. C'est 60 ans, une progression, si l'on peut la présenter ainsi, pour aboutir à quelque chose d'aussi peu construit, d'aussi peu finalisé. C'est alors toute une vie d'apprentissage, toute une vie d'absorption, d'incorporation, pour finalement ne produire que ça, cet arbre que j'ai nourri, sur lequel je comptais, finalement il me donne des fruits minuscules, et en plus ils sont pas extraordinaires en goût, et puis un coup il donne pas. Tout cet investissement pour finalement pour un résultat aussi peu consistant. Ainsi donc le problème est là. Alors qu'est-ce qu'on a compris au monde? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut apporter à son tour
Ben, pas grand-chose. Et peut-être la conclusion ultime, c'est que il faut se défaire, il faut se détacher de cette idée, peut-être un peu fixe à un certain moment, de vouloir apporter quelque chose. Sa pierre à l'édifice, ça n'a strictement rien, sauf si, évidemment, quelquefois, comme on appelle cette pierre, la pierre, j'ai oublié le terme, pour construire, finalement, un demi-cercle, la pierre qui fait tenir l'ensemble. Donc, tout dépend de la pierre. J'ai oublié le terme. En tout cas, vous pouvez voir un peu ce que c'est que... j'ai oublié tout le vocabulaire, mais je l'avais il n'y a pas longtemps. Mais c'est pas grave, le vocabulaire de l'architecture romane, entre autres. Et c'est pas la pierre d'équilibre, mais c'est... Donc, il n'y a pas... le monde continue son chemin sans se préoccuper ou sans donner, sans accorder d'intérêt à ce qu'un être, si l'on peut présenter, si on peut être présenté de cette façon, un être a pu ou a envie d'avancer ou de dire le monde, finalement, le monde se perpétue, sans se perpétue en faisant fi de tout ce que l'on peut dire à son propos. Le monde a sa propre raison que notre raison ne saisit pas. Il a son propre mouvement et a priori nous avons le nôtre, ou peut-être notre mouvement est intégré à celui du monde, mais nous ne sommes qu'une composante et peut-être une composante, sûrement une composante infime. Donc j'ai toujours pas trouvé cette pierre, la clé de voûte. Voilà, donc pierre, clé de voûte. Donc voilà la chose. Alors simplement, tout cet effort a été fait pour m'empêcher d'arriver vierge, si je puis dire, à l'écoute de l'émission de France Culture sur, évidemment, la métaphysique du mouvement, donc se rapportant à Bergson, que j'ai dans le livre L'évolution créatrice m'a accompagné toute ma vie et que je n'ai jamais réussi à lire. C'était un compagnon qui me parlait quelquefois, mais rarement. Un compagnon en général, en fait, silencieux. Donc Bergson a toujours été pour moi un silencieux et ce n'est pas prêt de changer. Chacun son domaine, chacun finalement ses moments de parler, ses moments de se taire, et pour moi il est venu le moment de me taire et de laisser la parole à d'autres, peut-être à Bergson, de là où il est, peut-être aux disciples et commentateurs de Bergson, voilà, qui se réjouissent finalement de ce qu'a pu théoriser leur maître et maître à penser. Et puis c'est ça. Après, moi je vais retourner à mon semblant de mouvement. Je vais de nouveau incorporer des matières dans ce mouvement, évidemment que je n'arrive pas non pas à comprendre, mais n'arrive pas à voir l'utilité que j'ai. Si par exemple on peut dire que le transit intestinal
favorise des aliments passant par le transit intestinal, cela va favoriser ceci ou cela, comme un peu la doxa animaliste nous a présenté les choses presque. On a du mal à voir quel est le rôle. Alors si je reviens sur la composante, j'allais dire microscopique, évidemment, c'est vrai que peut-être j'alimente le monde en microbiote, et c'est peut-être ça l'important. C'est que finalement, je suis un ventre, j'amène ce que j'ingurgite, je l'amène à mes bactéries, et mes bactéries peut-être le décomposent, et enfin, et cette décomposition, cette synthétisation, je sais pas, et cette décomposition permet la synthèse d'autres composés qu'on va pas trouver, qui seraient peut-être nécessaires, je sais pas à quoi, à d'autres êtres vivants et à la perpétuation de processus. Il y a obligatoirement, normalement, il devrait y avoir un échange. J'incorpore, et dans l'opération de désincorporation, ben finalement, je donne quelque chose de moi. Il m'apparaît tout à fait anormal que je ne puisse pas donner. Alors, c'est quoi mon microbiote? Il y a sûrement quelque chose de l'ordre de moi dans ce que j'évacue, et cette partie de moi est peut-être nécessaire à l'édification de nouveaux organismes. Je le pense, en tout cas. Voilà, donc je me tais pour ne pas repartir de nouveau dans un autre processus de formulation, etc., etc.